Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Vous êtes l'une des grandes voix, on va dire, de la pensée économique libérale. La une du Figaro Magazine. Si j'étais présidente, alors il va y avoir un président bientôt, peut-être une présidente, vous publiez ce que doit faire le prochain président, c'est votre livre chez Albin Michel. Vous donnez finalement une méthode, mais à l'attention du prochain président, qui peut être qui? Par exemple, Benoît Hamon, qui vient de, on va dire, presque gagner la primaire de gauche? Je crois que c'est le programme d'un président réformateur, clairement réformateur, pour faire baisser le chômage, pour retrouver la croissance, pour faire baisser le déficit et la dette. Donc ça veut dire avoir une ambition pour la France. Ça ne peut pas être le programme de celui qui est pour la décroissance. Oui. Vous parlez de Benoît Hamon, donc qui est arrivé en tête du premier tour de la primaire. Je parle en creux de Benoît Hamon. Je ne pense pas qu'avec un programme comme celui qu'il a, il veuille vraiment diriger la France, gouverner la France. En réalité, on est vraiment là plutôt dans une vision où on dit finalement la France a perdu, alors on va partager ce qu'on a, mais on ne va pas aller plus loin, on ne va pas vraiment faire baisser le chômage, on ne va pas imaginer quelque chose de mieux, on va juste un petit peu consolider ce qu'il y a aujourd'hui. Finalement, vous dites ce que dit Valls, c'est-à-dire d'un autre côté, lui, il dit c'est la gauche qui va gouverner, qui peut gagner. Oui, le sujet, c'est est-ce qu'on a une gauche social-démocrate qui a envie de faire les réformes comme l'ont fait les sociodémocrates allemands, comme l'ont fait les sociodémocrates suédois ou danois. Comme l'a fait François Hollande. François Hollande, François Hollande, il est parti avec un programme qui n'était pas celui qu'il pensait devoir appliquer pour la France. Donc il nous a fait croire qu'il était pour les 75% de taxation et qu'il était pour la retraite à 60 ans. Et ensuite, en réalité, il a mis en place le CICE, la loi travail, la loi croissance, mais il est parti trop tard sur ces mesures-là, parce que 5 ans, c'est très court. Si vous partez au bout de 2 ans en changeant de cap, vous ne pouvez pas en bénéficier. Vous ne pouvez pas voir les fruits du travail de réforme en profondeur si vous partez au bout de 2 ans et qu'il ne reste plus que 3 ans. Mais alors on se souvient du discours du Bourget. Vous dites vous-même, il n'a pas fait non plus ce qui était ce discours qui était très social, très à gauche, finalement proche de ce que dit Hamon aujourd'hui, par exemple. Il n'y croyait pas. Et la réalité, c'est que tout le monde sait que le programme qu'il faut appliquer, c'est baisser les dépenses publiques, baisser les impôts, redonner du souffle à nos entreprises, remettre le capital dans l'investissement, dans les entreprises, les TPE, les start-up, les PME, pour avoir un avenir. Voilà, tout le monde, c'est à gauche ou à droite. C'est le programme de François Fillon, finalement, ce que vous nous dites là. Mais ce n'est pas une question de François Fillon, c'est une question de quel est le programme qu'il faut appliquer pour redresser la France. Donc, quel que soit le prochain gouvernement, que ce soit un gouvernement centriste, un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, ils devront appliquer les mesures que je propose. Ce que vous dites, finalement, il n'y a pas de choix démocratique. C'est-à-dire qu'il y a une seule politique qui s'impose. C'est quoi? Par Bruxelles? Parce que la droite et la gauche, pour l'instant, n'ont fait qu'une chose, augmenter les dépenses publiques et augmenter les impôts. Voilà. Ils n'ont su faire que ça. Pendant que tous les autres étaient en train de se dire « Ah mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut pas aller jusqu'à 57% de dépenses publiques par rapport au PIB. Au contraire, il faut baisser parce que sinon, ça crée du chômage, ça grève l'activité, ça détruit les entreprises, ça détruit l'industrie. Et à la fin, on se dit le projet, c'est quoi? C'est être tous pauvres ensemble. Si on ne veut pas être tous pauvres ensemble, il faut baisser le niveau de poids de la sphère publique dans notre économie. Oui, mais avec une politique de rigueur ou d'austérité, est-ce qu'on ne tue pas le bébé finalement on jette le bébé à l'eau du bain? Pas du tout, au contraire. En quelque sorte, il faut aussi de la croissance. Mais pas du tout, au contraire. C'est justement ce que je montre dans le livre, ce que nous avons montré à la Fondation IFRAP dans toutes nos études, c'est qu'avec une croissance qui stagne autour de 1,5% par an, ou même moins cette année, en 2016, on est dans une croissance très molle qui ne permet pas de renverser la vapeur sur la question du chômage. Tandis que si on fait les réformes, on arrivera à 2% de croissance à la fin du quinquennat et même plus en 2027. On arrivera aussi au plein emploi à l'horizon 2025-2026. Donc, c'est en faisant ces réformes qu'on rendra une capacité de création de richesse à la France et qu'on refera se localiser des entreprises en France, qu'on redonnera envie aux investisseurs qui sont partis en Belgique, qui sont partis au Royaume-Uni, qui sont partis en Suisse, de revenir chez nous alors qu'ils ont quitté la France pour réinvestir dans notre pays. C'est un programme très à droite, votre programme, vos méthodes. Vous proposez un certain nombre d'ordonnances. Vous dites qu'il faut supprimer le statut de la fonction publique, la retraite à 65 ans rapidement. C'est un programme qui risque de mettre les gens dans la rue. Quels gens? Les syndicats? Les syndicats, la population, les salariés. Est-ce que les gens sont vraiment représentés par les syndicats aujourd'hui? Les Français ne se sentent pas représentés par les syndicats. Il n'y a que 5% de salariés du secteur privé qui adhèrent à un syndicat. Les syndicats aujourd'hui, ils font de la politique.
ils font pas du syndicalisme. Ils défendent pas en fait l'avenir. Ils sont indispensables au fonctionnement social. Mais je ne dis pas le contraire. Dans mon livre, je dis que je veux plus de syndiqués et des syndicats qui soient plus représentatifs des salariés français, mais qui soient à la hauteur des salariés français. Aujourd'hui, ils sont pas à la hauteur parce qu'ils sont dans la caricature syndicale, dans le blocage permanent. Ils sont dans la logique de préserver toujours les intérêts du public par rapport aux intérêts du privé, ne pas toucher au statut, ne pas toucher aux retraites du public, ne pas toucher aux retraites des régimes spéciaux, ne rien changer sur la dépense publique, ne pas changer les collectivités locales, ne pas diminuer le nombre d'agents publics. Les syndicats aujourd'hui travaillent en priorité pour la sphère publique et pas pour l'avenir ce que vous dites, en commun. Vous dites, l'État finalement est au service d'intérêts particuliers aujourd'hui. Je dis que nos services publics ont perdu le lien avec le service des Français. Le service des Français, c'est quoi? C'est servir les Français avec un coût qui ne soit pas exorbitant, qui ne soit pas le plus élevé possible, mais qui soit le plus juste possible, avec la qualité des services publics qui soit la meilleure au rendez-vous. Regardez l'éducation nationale. On n'a jamais dépensé autant. Et pourtant, on n'a jamais vu la qualité se dégrader autant. Et les inégalités sont les plus importantes. Quand vous partez dans un quartier difficile, vous avez beaucoup moins de chances. Benoît Hamon propose d'augmenter le nombre de fonctionnaires de l'éducation nationale pour qu'il y ait des classes avec 20 élèves et pas plus. Qui croit aujourd'hui en France que c'est en augmentant le nombre de professeurs qu'on va augmenter la qualité de l'enseignement? 20 élèves par classe, Personne ne le croit. Le problème, c'est un problème de pédagogie, c'est un problème d'autorité dans l'école, c'est un problème de chef d'établissement. Est-ce qu'il est le chef de son équipe ou est-ce que le chef d'équipe, en fait, c'est le ministre? Donc, il n'y a pas de chef d'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'autonomie des écoles? Je propose dans le livre de décentraliser la gestion de l'éducation. La catastrophe, c'est d'avoir un système ultra centralisé qui tout relève de la rue de Grenelle avec des syndicats omniprésents qui finalement sont plus aux petits soins de la carrière des professeurs que de l'avenir des élèves. Alors il y a une proposition que vous faites, vous dites une loi créée, deux supprimées. Oui. Ça, c'est une proposition originale. Oui, parce qu'il y a trop de lois, quoi. Parce que la France étouffe de normes, de réglementations, etc. Vous savez qu'on n'a même pas le nombre de lois actives en France. On ne sait pas. Le Conseil d'État nous dit plus de 10 000 et le secrétariat général du gouvernement, donc c'est le service de Matignon, nous dit environ 2 000. Est-ce que déjà, on pourrait faire l'évaluation du stock ? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire l'évaluation du stock. On a le plus grand nombre d'agents possible, mais on ne fait pas d'évaluation. C'est comme sur l'évaluation, par exemple, de la charge administrative des entreprises. Personne ne sait, en France, alors qu'en Allemagne, tout est documenté, chiffré, à l'euro près, personne ne sait combien les entreprises ont de charges administratives par an. On pense que c'est 80 milliards, mais c'est un chiffre de 95. Depuis 95, personne n'a mis à jour ce chiffre et on veut encore leur rajouter une couche de réglementation, de difficultés administratives en leur faisant gérer l'impôt des Français. Ça va leur coûter 2 milliards, je l'explique dans un chapitre entier consacré au prélèvement à la source. Et donc, on est toujours dans le flou. On est toujours dans une administration qui coûte plus cher et qui n'est pas évaluée parce que le Parlement ne joue pas son rôle, parce que les citoyens ne sont pas informés, parce que les données publiques ne sont pas ouvertes. Et là, il y a un énorme travail à faire de ce côté-là si on veut des services publics de qualité, au meilleur prix, au service des Français et qui ne soient pas finalement destructeurs de valeur. Merci Agnès Verdy-Molinier. Ça s'appelle « Ce que doit faire le prochain président, la méthode, le calendrier et les mesures ». Voilà, il y a tout dedans, les ordonnances, les référendums, les lois, la réforme constitutionnelle. Merci beaucoup il faut qu'il lise. d'avoir été notre invité.